Orange, au nord du comté d'Orange en Californie, est l'endroit où Marabel Ramos, âgée de 36 ans, s'était toujours distinguée. Depuis l'enfance, elle était ambitieuse, studieuse, attentionnée et une amie sur qui l'on pouvait compter. Elle entretenait un lien très fort avec sa famille, prenant souvent un rôle presque maternel, sa mère cumulant 2 emplois pour subvenir aux besoins de tous. Depuis toute petite, elle rêvait de travailler dans les forces de l'ordre, idéalement au sein de la police. Après le lycée, elle commença comme agente de sécurité, puis prit une décision majeure, s'engager dans l'armée américaine en août 2001, espérant que cela lui ouvrirait plus d'opportunités à l'avenir. Un matin à New York, il était 8h52 lorsque l'on annonça qu'un avion venait de s'écraser contre l'extrémité sud de Manhattan. Les images montraient le World Trade Center en flammes, puis, quelques instants plus tard, un second appareil heurtait la tour voisine. À la suite de cette tragédie, Marabel fut envoyée en Irak où elle effectua 2 missions militaires. Elle gravit les échelons jusqu'au grade de sergente avant d'être démobilisée avec les honneurs en 2008. Toujours décidée à avancer, elle s'inscrivit ensuite à l'Université d'État de Californie à Fullerton pour étudier la justice pénale et s'installa dans un appartement avec sa mère. Après l'obtention de son diplôme, elle espérait décrocher un poste au sein du département des anciens combattants. Lorsque sa mère mourut en 2009, Marabel publia une annonce sur Craigslist pour trouver un nouveau colocataire. Elle reçut de nombreuses réponses, mais eut immédiatement un très bon pressentiment en rencontrant Kwang Chol Joy, surnommé Casey. Il cherchait un nouvel emploi, un nouveau départ après le décès de ses parents. Ils s'entendirent tout de suite. Il était discret, réservé, et comme Marabel continuait ses études tout en travaillant, elle appréciait cette tranquillité à la maison. Casey, âgé de 54 ans, disait considérer Marabel comme une sœur. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Il aidait même sa nièce en mathématiques. À l'approche de l'été 2013, la vie de Marabel était bien remplie. Elle venait de commencer une relation avec Paul Lopez et tout semblait prendre une belle tournure. On l'avait invitée à intervenir lors d'une conférence à Chicago pour parler de son retour à la vie civile, et elle préparait également sa remise de diplôme. Elle avait fixé un rendez-vous chez le coiffeur, passait du temps à faire du shopping avec sa nièce Jazel, et sa sœur Lucie racontait que cette graduation représentait pour elle un véritable tournant. Même si elle avait beaucoup aimé ses années d'études, elles avaient englouti tout son temps. Elle voulait désormais voyager, profiter davantage de ses proches, penser à fonder une famille et envisager un déménagement. Le 3 mai 2013, Casey contacta Lucie pour lui demander si elle avait eu des nouvelles de sa sœur. La voiture de Marabel était toujours garée devant l'immeuble et ses cours étant terminés depuis longtemps, cela l'inquiétait. Rien n'indiquait qu'elle s'était rendue à l'université. Même si Lucie n'avait rien entendu, elle tenta de le rassurer. Avec tout ce qu'elle avait à gérer, Marabel pouvait simplement avoir besoin de souffler. Elle aimait les longues promenades avec son chien, les randonnées, peut-être était-elle partie marcher. Mais Casey restait préoccupée et malgré tout, finit par appeler la police. Orange Police Dispatcher Rose. I have a roommate, she's 36 years old, and she didn't come home last night. Okay, did you want to make a missing person report? Is that what you're wanting to do? Yeah, I sent the cell phone message, she didn't call me back. No more she got to school today, no more she will show up today. Do you know if she was at school? No. Quelques heures plus tard, Lucie apprit que Marabel avait manqué son match hebdomadaire de softball et ne s'était pas présentée non plus à son travail sur le campus. Pour elle, arriver moins de 15 minutes en avance équivalait déjà à être en retard. Alors ne pas venir du tout, sans prévenir personne, était un énorme signal d'alarme. Lucie et leur cousine se rendirent à son appartement, mais tout était fermé à clé et personne ne répondait. Sa voiture était toujours garée devant l'immeuble, et plus inquiétant encore, on entendait son chien à l'intérieur. Lucie raconta qu'une vague de panique l'avait littéralement submergée. Elles rappelèrent la police pour compléter le signalement déjà fait par Casey. Lorsque les agents arrivèrent dans le bloc de la rue East Rose, ils furent accueillis par le même silence pesant. Ils forcèrent la porte d'entrée, mais rien, à première vue,
n'attirait leur attention. Aucune fenêtre brisée, aucune serrure forcée, rien ne semblait déplacé. Mais lorsque Lucie entra dans la chambre de sa sœur, elle remarqua que le lit n'était pas fait et qu'une taie d'oreiller manquait. Marabelle ne laissait jamais son lit défait. Elle était d'une rigueur presque maniaque dans ses habitudes. Les policiers comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas et décidèrent de faire intervenir sans attendre l'unité des homicides. Cassé rentra alors d'une sortie en voiture et expliqua aux enquêteurs la dernière fois où il avait parlé avec elle. Selon lui, leur conversation avait été tout à fait normale. Rien ne sortait de l'ordinaire. Il disait souvent que personne ne pourrait la forcer à faire quoi que ce soit. Elle était têtue, solide, déterminée. Il affirma être rentré vers 9 heures du soir et avoir constaté qu'elle n'était pas là. Il avait supposé que Paul ou quelqu'un d'autre était venu la chercher. Mais Paul démentit complètement. Personne ne voulait l'admettre, mais tout indiquait que quelque chose de grave était arrivé. Ses cartes, son sac, ses clés et son téléphone avaient disparu, et aucune activité n'apparaissait nulle part. Son portable était maintenant éteint, mais les derniers appels reçus provenaient de Paul, ce qui faisait de lui un témoin indispensable. Il fallait absolument savoir ce qu'elle lui avait dit. Sa famille, ses amis et son colocataire commençaient à solliciter les médias et à distribuer des tracts partout. Lucie déclara « Il ne fait aucun doute qu'il se passe quelque chose. Ma sœur a disparu, et je sais que ce n'est pas parce qu'elle l'aurait voulu. Elle a parfois des choses qui peuvent la chambouler, mais jamais au point de sombrer dans une dépression telle qu'elle partirait sans prévenir, ou se ferait du mal, ou envisagerait de se faire du mal. » Le quartier où vivait Marabelle et où elle avait été vue pour la dernière fois jeudi soir entre 7h30 et 8h30 était désormais au centre des recherches. C'était inscrit sur les flyers que la famille et les proches distribuaient en espérant que quelqu'un ait remarqué quelque chose. Pour l'instant, les indices étaient extrêmement limités et la police considérait sa disparition comme suspecte. La résidence était plutôt bien équipée en caméras, mais beaucoup d'entre elles ne donnaient pas directement sur l'appartement de Marabelle. Et comme Cassé et elle se garaient souvent dans la rue, les caméras surveillant le parking étaient sapées probablement inutiles. Les habitants payaient leur loyer en déposant leur chèque dans une petite boîte du bureau du gestionnaire, et les caméras du bureau avaient filmé Marabelle déposant son chèque la veille de sa disparition. Personne d'autre n'était présent. Elle glissa le paiement, puis repartit. Il était 8h30 du soir. Elle portait un pantalon de pyjama et un débardeur. Tout laissait penser qu'elle allait se coucher peu de temps après. Nous avons vraiment besoin de l'aide de tous. S'il vous plaît, vous nous avez déjà énormément aidés, mais il faut continuer. Nous devons retrouver Marabelle. Famille et amis organisèrent une veillée de prière à l'église Calvary de Santa Ana le lundi soir, appelant toute la communauté à se mobiliser pour retrouver Marabelle Ramos, disparue depuis le 2 mai. Et nous devons continuer à garder la foi, parce que nous allons la retrouver. Elle va rentrer à la maison. Nous allons pouvoir la serrer dans nos bras à nouveau. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui sait quelque chose mais n'ose pas parler, parce qu'il faut être honnête, certains d'entre nous ne sont pas en situation régulière, alors qu'ils n'aient pas peur, qu'ils envoient un courriel anonyme. Même cela pourrait aider. Les enquêteurs de la police d'Orange considéraient la disparition de Ramos comme réellement suspecte. Ramos était une ancienne militaire ayant servi en Corée du Sud et en Irak. Elle s'était battue pour nous, pour sa famille, pour son pays. C'était même une parachutiste aéroportée, ce que, plaisantait un proche, lui-même serait incapable de faire à cause de sa peur du vide. Toute personne détenant la moindre information concernant la disparition de Marabelle Ramos était invitée à contacter la police d'Orange ou à se rendre sur le site findmarabelle.com. Ce que nous voulons vraiment dire, expliquait sa famille, c'est que si quelqu'un sait quelque chose, qu'il n'ait pas peur. Appelez la police. Même un détail minuscule peut aider. Nous voulons seulement qu'elle rentre saine et sauve. Les enquêteurs retrouvèrent Paul et lui demandèrent de venir pour un entretien. Il expliqua que leur relation était toute récente et qu'ils n'étaient pas encore exclusifs. Il voyait d'autres personnes, mais ignorait si Marabelle en faisait autant.
Ne demande pas, ne cherche pas, plaisanta-t-il. D'après la chronologie, il savait que Marabelle avait été vue pour la dernière fois le jeudi 2 mai. Ce jour-là, Paul avait travaillé de 16 heures à minuit, information aisément confirmée. Il s'était longuement parlé au téléphone, mais il ne l'avait pas vue. Ses réponses étaient cohérentes, ses déplacements vérifiables, et il coopérait entièrement. Il leur proposa même d'inspecter son pick-up, équipé d'un traceur, qui confirma qu'il n'avait jamais été près de l'appartement ce jour-là. Paul fut écarté de la liste des suspects, mais il leur donna matière à réflexion. En partant, il mentionna le nom du colocataire, Cassie. Selon lui, leur amitié n'était plus au beau fixe. Ils se disputaient désormais régulièrement au sujet du loyer, que Cassie payait sans cesse en retard. Et d'après Marabelle, la vie de Cassie partait en vrille, ce qui finissait par perturber leur vie commune. Leur dernière dispute remontait précisément au jour où elle avait été vue pour la dernière fois, et Paul en avait entendu une partie lorsque Marabelle l'avait appelé et l'avait mis sur haut-parleur. Marabelle en avait assez que le loyer ne soit jamais payé à temps. Elle lui avait dit de faire ses valises. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'elle lui demandait de partir, mais cette fois, elle voulait qu'il soit parti dès le lendemain. Cassie, lui, voulait rester 2 semaines de plus et refusait de payer d'avance. Au téléphone, Paul insista. Cassie devait préparer ses affaires, sinon il viendrait lui-même les sortir de l'appartement. Il proposa de venir aider Marabelle au cas où la conversation prendrait une tournure trop tendue, mais elle refusa. Elle disait pouvoir gérer la situation seule et qu'elle allait aller se coucher. Elle en parlait toujours avec frustration, expliqua Paul plus tard. Elle se plaignait sans arrêt qu'il n'avait jamais son loyer à temps. En gros, elle me disait que toute sa vie dérapait et je l'entendais dans le salon. Je l'entendais derrière elle. Elle me répétait qu'elle voulait qu'il parte, qu'elle lui avait dit qu'il devait être sorti demain. Et j'ai été un peu plus ferme en disant « Très bien, alors assure-toi qu'il comprenne que si demain ses affaires ne sont pas dehors, c'est moi qui viendrai les sortir. » C'était la fin de la conversation. La police découvrit alors un élément particulièrement inquiétant. Un appel passé par Marabelle au 911 moins de 2 semaines avant sa disparition. Elle y disait « Je vous appelle juste pour vous prévenir que si quelque chose arrive, c'est parce que j'aurais essayé de me défendre. » Elle parlait de Cassie. Hi, it's not an emergency, but is it recording? Is there a what? Is this conversation recording? Yes, every conversation is recorded. Why are you crying? Because I'm afraid. What? Your roommate? We had a discussion tonight, and I honestly felt like I'm just telling him that I'm not comfortable with him anymore, and apparently he's supposed to be leaving at the end of the month. But I have PTSD, and I was in the military, and I did 2 tours in Iraq. And I had to tell him that I had a gun in the house, which I do not. And I do not have a gun in the house, but I told him that I did. Okay. But he was just, because he sounded like he would hurt me. Like, it was weird. And I was scared for my life. But honestly, I do have a machete in next to my, I always have had a machete. Mm-hmm. And I'm afraid that I might, honestly hurt him. Is he your And boyfriend? No, he has, that's the problem. He has gained feelings for me. And that's the reason why he's leaving. Because he has gotten, feelings for me. And I don't have any feelings for him. What's his name? His full name is, I'm sorry. It's alright. I'm just calling so that you guys know that if something happens and that I have some type of self-defense, or that I did it because I was trying to defend myself. I don't have any automatic weapons or anything like that, but I told him that so he can just not even think about coming to my door, because if he does, I swear I will kill him. Okay. I swear. I'm scared of him.
La demande que Cassé avait envoyée pour emménager chez Marabel disait en substance « Je suis un homme célibataire d'origine coréenne. Je travaille dans un milieu professionnel et je cherche un petit logement ou une chambre privée avec accès à une cuisine. Votre annonce correspond parfaitement à ce que je cherche. J'ai un petit chien, un Yorkshire d'environ 10 livres. Je bois occasionnellement, je ne fume pas, je suis hétéro et j'aime vivre dans un endroit propre. Je suis facile à vivre et je m'entends bien avec la plupart des gens. » Et au début, tout laissait croire que la colocation fonctionnait. Ils sortaient danser, faisaient du karaoké, promenaient leurs chiens ensemble et Cassé avait même payé une croisière en Alaska pour eux deux. En se penchant sur son passé, on découvrit qu'il s'était installé en Californie après avoir quitté le Tennessee. Après la mort de leurs parents, il s'était violemment disputé avec sa sœur au sujet de l'héritage. Celle-ci affirmait qu'il avait un tempérament terrible, au point qu'elle avait fini par demander une ordonnance restrictive. Dans les années 1986, il avait été poursuivi pour coups et blessures, puis l'année suivante pour agression aggravée. Les deux procédures avaient cependant été abandonnées. Bien plus tard, en 2011, il avait été arrêté pour conduite sous influence. À son arrivée dans sa nouvelle ville, Cassé ne s'était pas vraiment fait d'amis. Il préférait suivre Marabel partout où elle allait et s'incruster dans son groupe. Quand elle a disparu, cela faisait un peu plus d'1 année qu'il vivait chez elle. Au cours de l'été 2012, Lucy reçut un appel de Cassé. Il lui avoua qu'il était amoureux de sa sœur, qu'il voulait l'épouser et fonder une famille avec elle. Lucy prévint aussitôt Marabel. Celle-ci, qui ne voulait pas le blesser, reconnaissait toutefois qu'elle devait lui parler franchement. Elle lui expliqua clairement qu'il n'y aurait jamais rien de romantique entre eux. Au début, il sembla accepter la chose, mais cela ne dura pas. Il se constitua une garde-robe entière pour lui plaire, se fit tatouer et aurait même dépensé environ $12 000 en chirurgie esthétique pour paraître plus jeune. Cassie, en réalité, était complètement obsédé par Marabel. Un voisin déclara à la police que le jour de la disparition de Marabel, Cassé lui avait dit vouloir déclarer sa colocataire disparue, alors qu'il n'était que 10h30 du matin, à peine quelques heures après qu'elle avait quitté la maison. Pourquoi une telle précipitation? Le voisin avait également remarqué de profondes égratignures sur ses bras, mais Casey affirma qu'il était tombé dans des buissons en promenant son chien. Et lorsque les policiers étaient arrivés à l'appartement de Marabel, ils apprirent que Casey ne conduisait pas du tout à la recherche de sa colocataire comme il le prétendait. Il restait assis dans sa voiture, observant la scène. Puis, lors de l'entretien, « Donc, vous êtes Casey. »« Casey, c'est comme ça que CJ m'appelle. Vous savez, beaucoup de gens, sa famille, ses amis, s'inquiètent pour Marabel, votre colocataire. Je suis surtout son ami. Je tiens énormément à elle. » Lors du véritable entretien avec la police, Casey admit qu'il s'était disputé, mais il expliqua que c'était parce que Marabel avait bu. Selon lui, quand elle consommait de l'alcool, elle pouvait être soit adorable, soit furieuse. Et ce soir-là, c'était la seconde option. Les enquêteurs lui rappelèrent qu'ils avaient déjà été appelés chez eux après une altercation. Casey répondit que cela arrivait les vendredis où elle buvait. Elle peut devenir extrêmement chaleureuse ou au contraire très agressive. Ce soir-là, elle s'est mise à crier « Je ne t'aime pas, tu ne me plais pas ». Il expliqua avoir essayé de calmer la situation. Je lui ai dit « Mel, on a passé une bonne soirée, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui aurait répondu « J'ai une arme, ma balle va plus vite que toi ». Quand on lui demanda quand remontait leur dernière dispute, il évoqua le jeudi précédent. Casey raconta ensuite qu'il avait perdu son travail, ce qui expliquait ses difficultés à payer le loyer, mais que Marabel ne voulait rien entendre. Elle voulait simplement qu'il parte. Puis les enquêteurs abordèrent le sujet des égratignures sur ses bras. Cette fois, son explication fut différente. Il prétendit qu'elle venait d'un incident survenu au bord d'un lac où ils allaient souvent. Une ligne de pêche se serait enroulée autour d'un canard, et en essayant de la récupérer, il se serait éraflé. Or, les griffures s'étaient été nettes, profondes, parallèles. Pas vraiment compatibles avec des buissons ou un fil de pêche.
Casey accepta cependant qu'on le photographie, qu'on prenne un échantillon de son ADN et qu'on fasse des prélèvements dans son appartement et dans sa voiture. Il remit même son téléphone et son ordinateur portable. Un chien spécialisé dans la détection de cadavres marqua l'arrière de son véhicule. Dans l'appartement, les policiers trouvèrent un haut de pyjama dissimulé, assorti au bas que Marabel portait sur la vidéo de surveillance. Sur la manche, une petite trace de sang fut identifiée comme étant celui de Marabel, sans ADN d'une autre personne. Le 13 mai, Casey postait des messages sur Yelp. Internet entier relayait la disparition de Marabel, et Yelp était l'un des lieux où ses proches partageaient l'information. Sous une discussion publique, Casey, dont la photo de profil le montrait avec Marabel, se mit à commenter la situation. Il parlait souvent d'elle au passé, ce que plusieurs internautes lui signalèrent. Cela donnait une impression étrange. Certains voulurent néanmoins lui accorder le bénéfice du doute, l'anglais n'étant pas sa langue maternelle. Peut-être s'agissait-il simplement d'une maladresse. Il n'empêche, Casey était le seul véritable suspect. Les enquêteurs décidèrent donc de le placer sous surveillance permanente. De son côté, Casey ne ratait aucune occasion de parler aux médias. Il répétait partout qu'elle était sa meilleure amie, la seule personne qui comptait pour lui et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Il expliquait aussi « Les policiers m'ont demandé des prélèvements ADN. J'ai accepté. Ils ont photographié mon corps. Ils ont fouillé la maison, même sans mandat. Je leur ai donné l'autorisation. Allez-y, faites-le. Je suis le coloc que tout le monde soupçonne. Ça me met très mal à l'aise. » Les journaux locaux rappelaient alors que Marabel avait disparu depuis 8 jours. Elle avait laissé derrière elle son chien, sa voiture, et aucune activité récente n'apparaissait ni sur son téléphone, ni sur ses cartes bancaires. Sa sœur soulignait que quelque chose n'allait clairement pas. Marabel n'avait pas assisté à un match de baseball auquel elle était attendue, ni à une soirée d'hommage aux vétérans où elle devait prononcer un discours. Elle ne disparaît pas comme ça. Si elle vous promet quelque chose, elle tient sa parole, insistait-elle. Le service de police d'Orange mobilisa 6 enquêteurs sur l'affaire. Familles, amis et bénévoles s'unirent. Distribution de tracts, envoi d'emails, création de pages en ligne. Tout le monde se mobilisait pour la retrouver. Les proches de Marabel continuaient à contacter absolument tout le monde. Ramos avait effectué 2 missions militaires en Irak comme sergente dans l'armée avant d'être honorablement démobilisée en 2008. C'est pour cela que notre famille a désespérément besoin de l'aide de la communauté, disait sa sœur. Pour retrouver Marabel Ramos, ma sœur, leur cousine, leur tante, l'étudiante, la vétérane, cette femme incroyable qui ne cesse de donner et qui a changé la vie de tant de personnes. Marabel Ramos mesurait environ 1,57 m, pesait autour de 60 kg et portait une étoile tatouée sur l'épaule gauche. Privée de son ordinateur portable, Casey passait désormais beaucoup de temps sur les ordinateurs publics de la bibliothèque. Les enquêteurs s'y rendirent donc aussi. À la bibliothèque, dès qu'un utilisateur quittait un poste, un employé effaçait tout et réinitialisait l'ordinateur. Les policiers demandèrent qu'on l'installe sur un poste précis, qu'ils pouvaient surveiller en temps réel. Ils enregistrèrent absolument tout ce qu'il faisait. Au début, rien d'alarmant. Un coup d'œil à ses réseaux sociaux, à ses emails, puis il envoya une candidature pour un emploi. Il consulta plusieurs fois le Facebook de Marabel et regarda où les bénévoles prévoyaient de mener les recherches. Rien d'incohérent, vu le contexte, mais lorsqu'il tapa, combien de temps faut-il pour qu'un corps humain se décompose? Le ton changea brusquement. En lisant que la famille prévoyait une marche de sensibilisation dans un canyon où Marabel avait l'habitude de randonner, il saisit ce lieu dans son application de carte, puis déplaça la vue vers une zone bien plus isolée. Là, il zooma sur un point très précis, à l'écart d'une route secondaire, un endroit qui n'avait rien à voir avec un itinéraire de randonnée. À l'écran, il resta longuement figé sur cette zone, reculant, avançant, revenant encore et encore sur ce même point. Avant même que Casey quitte la bibliothèque, les détectives étaient déjà en route pour l'endroit exact qu'ils venaient d'observer. C'est là, le 17 mai,
dans une fosse peu profonde au cœur d'un canyon isolé, qu'ils découvrirent le corps très décomposé de Marabel. Des pierres avaient été entassées par-dessus, mais son tatouage permit immédiatement de l'identifier. La chaleur et le temps écoulé rendaient impossible la détermination de la cause du décès. Casey Joy fut rappelé pour un interrogatoire beaucoup plus serré. Il ignorait encore qu'ils avaient retrouvé le corps et arriva confiant, presque bavard. Mais dès que les enquêteurs exercèrent la moindre pression, il se leva et quitta la pièce. « Casey, je pense que tu as les réponses dans ton cœur. Tu sais ce qu'il s'est passé et tu devrais le dire. Reste juste un peu. » Il refusa. L'un des policiers lui rappela qu'il était libre de partir. Il sortit, droit dans les menottes. Il fut immédiatement arrêté pour suspicion de meurtre. Lors de son placement en détention, on trouva sur lui les plaques militaires d'identification de Marabel. La nouvelle fut un choc terrible pour la famille de la vétérane adorée. 1 heure auparavant à peine, la police d'Orange avait officiellement annoncé que le corps retrouvé en décomposition était celui de Marabel Ramos et que son colocataire était désormais en état d'arrestation pour meurtre. C'était exactement ce que la famille redoutait, annonça la chaîne locale. La veille au soir, les autorités avaient retrouvé le corps près de Majeska Canyon, alerté par une odeur inhabituelle. L'université de Marabel publia un communiqué. Marabel était une étudiante très appréciée, une vétérane engagée, une présence active sur notre campus et dans la communauté. Elle était un modèle pour nos étudiants, notre personnel et nos enseignants. Nous honorons son service passé en tant que parachutiste de l'armée américaine et son engagement envers ses études. Le colocataire de la vétérane fut officiellement inculpé de meurtre. Mais les procureurs reconnaissaient qu'une grande partie de l'affaire restait encore difficile à comprendre. Selon les enquêteurs, la chronologie des faits s'établissait ainsi. Ce jeudi soir-là, elle s'était disputée avec Casey au sujet du loyer, le moment où elle avait appelé Paul et l'avait mis sur haut-parleur. Il était environ 19h30. Les dernières images de sa vie la montrent en train de déposer le chèque dans la boîte du gestionnaire, puis de rentrer chez elle pour aller se coucher, juste avant 20h30. Comme aucun signe de lutte n'avait été relevé, les détectives pensèrent que Casey avait étouffé Marabel pendant son sommeil, en utilisant un oreiller. Elle n'avait eu aucune chance de se défendre, ni même de comprendre ce qui se passait. Il avait clairement choisi une manière de la tuer qui rendrait toute riposte pratiquement impossible. Surtout avec son entraînement militaire, grâce auquel elle aurait pu très bien se défendre. Il avait ensuite placé son corps à l'arrière de sa voiture et conduit jusqu'au canyon. Pour atteindre l'endroit où elle fut retrouvée, il avait dû franchir une clôture de barbelés, ce qui expliquerait les éraflures qu'il avait sur les bras. Il avait ensuite nettoyé sa voiture et retiré la taille d'oreiller. Ce qu'il a fait de ses affaires reste inconnu, mais il est probable qu'il les ait jetées quelque part sur le trajet. Casey niait tout, encore et encore. Sa famille sait que je prenais soin d'elle. Je n'aurais jamais posé un doigt sur elle. Elle était mon rêve, répétait-il. La journaliste Clémac couvrait la cérémonie où la famille et les amis rendaient un dernier hommage à Marabel Ramos. Un adieu plein d'espoir que celle qui avait tant souffert dans la vie puisse enfin reposer en paix. On ne sait pas vraiment à quoi ressemble le ciel, on ne peut que l'imaginer, confiait Rocio Vega, submergé de tristesse. Plus d'1 an plus tard, Casey Joy, qui avait plaidé non coupable, fut jugé. Une vétérane appelle le 911 quelques jours avant d'être retrouvée morte. C'est l'un des éléments que le parquet présenta lors de l'ouverture du procès. La défense, elle, dressait un portrait totalement différent. L'une des questions pour le jury, expliquait une reporter, sera de déterminer si Kong Choi Joy, Casey comme on l'appelle, est simplement un excentrique, comme le décrit son propre avocat, ou bien un meurtrier. Après des heures de témoignage, on apprit en audience qu'il n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Pendant ses déclarations d'ouverture, l'avocat de Casey admit que Marabel était bien morte dans l'appartement, mais affirma que Casey ne l'avait pas tuée. Selon lui, la seule faute de son client était d'avoir caché son corps.
Quant à la cause du décès, la défense évoqua une éventuelle maladie, ou même un geste volontaire. Ils soutinrent que son service militaire l'avait laissé avec un syndrome post-traumatique, de la paranoïa et une hypervigilance. Ils tentèrent aussi de faire croire qu'elle buvait trop, rappelant qu'elle avait consommé de l'alcool le soir où elle avait appelé la police, et qu'elle aurait pu être un danger pour elle-même. Elle menait, selon eux, une vie de fête, une vie risquée. Ils affirmaient qu'on ne pouvait pas la tuer une seconde fois. Sans cause de décès, impossible de conclure à un meurtre. Le ministère public, lui, dépeignit un homme obsédé, méthodique et en plein effondrement. Plus de travail, plus d'amis, plus d'appartements. Et celle qui l'idolâtrait ne voulait plus de lui. Il avait explosé. Casey déclara « Marabel me manque plus qu'à n'importe qui. J'y pense depuis 440 jours que je suis enfermé. J'y pense presque chaque jour. Sa famille veut que je m'excuse, mais je ne peux pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Peut-être que la vérité sortira un jour. Peut-être que je mourrai en prison. » Nous avons suivi le procès pendant plusieurs semaines, et aujourd'hui les plaidoiries finales ont pris fin. La journaliste Vicky Vargas a même pu parler à la sœur de Marabel, alors que le jury s'apprête à délibérer. « C'était frappant, » disait-elle. Ce matin, la défense a presque sermonné la police, les accusant de ne pas avoir fait leur travail, de n'avoir envisagé aucun autre suspect. Selon eux, le dossier de l'accusation était criblé de failles, comme un gruyère. Et ils ont prévenu les jurés, ne soyez pas surpris si votre décision s'avère difficile à prendre. Dès que le jury a entamé cette délibération, nous avons rencontré la sœur de Ramos, qui, elle, avait déjà sa conviction. Casey a finalement été reconnu coupable d'un meurtre de second degré, une version atténuée. En attendant sa condamnation, il s'est lancé dans une véritable campagne d'interviews et de lettres. Il a envoyé des dizaines de courriers au juge pour clamer son innocence. C'est une interview exclusive depuis la prison du comté d'Orange, accordée par un homme convaincu qu'il mérite un nouveau procès. La journaliste de la chaîne Eyewitness News, Myriam Hernandez, revient sur le crime, les preuves et la stratégie actuelle du condamné. Une affaire glaçante autant que tragique. Aujourd'hui, contre l'avis de son avocat commis d'office, Joy nous parle depuis sa cellule. « J'ai pleuré, et quand on m'a lu mes droits, Miranda, j'ai encore pleuré. » Seul l'audio a été autorisé. Casey, condamné pour meurtre au second degré, dit ne pas vouloir attendre la procédure d'appel. Il veut un nouveau procès avec des éléments qui, selon lui, n'ont jamais été présentés au jury, à propos des griffures que les procureurs attribuaient à une lutte violente. Selon le médecin, ce sont des abrasions non spécifiques, pas des marques d'ongles. Ça aurait pu venir d'un buisson, de n'importe quoi. Il insiste aussi sur l'absence totale d'indices matériels. Ils ont fouillé mon appartement au moins 7 fois. Aucun ADN, aucune empreinte, rien qui montre un acte criminel. Les procureurs reconnaissent que l'affaire reposait largement sur des éléments circonstanciels. Mais la pièce maîtresse restait les recherches effectuées par Joy sur un ordinateur de la bibliothèque publique, exactement sur la zone où le corps de Ramos avait été retrouvé. Joy répond que la police avait saisi son ordinateur personnel, qu'il n'avait donc eu d'autre choix que d'utiliser celui de la bibliothèque, et que beaucoup de gens y accèdent. Concernant les recherches géolocalisées du canyon, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Il affirme avoir été piégé. Pour moi, on m'a monté un coup, tout simplement. Sur le mobile, l'accusation disait que Joy aimait Ramos, qu'ils s'étaient disputés lorsqu'elle lui avait dit de quitter l'appartement. Joy admet qu'ils ont fait une croisière ensemble, mais qu'ils avaient dormi dans des lits séparés. On est toujours restés de bons amis. Rien de plus. Elle était comme une sœur. Alors qui l'a tuée? Je ne sais pas. Il continue aujourd'hui à écrire des lettres, expliquant qu'il a besoin d'un avocat plus combatif que son défenseur public. Sa condamnation a été fixée au 12 septembre. Il encourt une peine allant de 15 ans à la perpétuité. Certaines personnes pensent que les preuves auraient pas dû être davantage contestées.
Pas de cause officielle du décès, aucun ADN et un dossier essentiellement circonstanciel. Pourtant, mis bout à bout, les éléments formaient une histoire très difficile à balayer. Son appel paniqué à la police, l'obsession croissante de Joy, ses recherches sur l'ordinateur. On pense souvent aux explications de la procureure Kelly Ziegler à propos des preuves circonstancielles. Un crayon seul peut casser facilement, mais une poignée de crayons devient presque incassable. Chaque petit élément vient renforcer l'ensemble. Joy a finalement été condamnée à 15 ans à perpétuité. Lors de l'audience, la famille de Ramos a tenté de retenir ses larmes. Qu'il soit enfermé à vie. C'est un homme mauvais, un lâche, et il ne devrait jamais être pardonné. Sa demande de nouveau procès a été rejetée. Joy, lui, a répété une fois encore « Elle me manque plus que tout. J'y pense presque chaque jour depuis mes 440 jours ici en prison. » Il dit qu'il pense à lui-même tous les jours. Monsieur Joy a envoyé des dizaines de lettres au juge pour affirmer encore et encore son innocence. Casey Joy est toujours incarcéré au centre pénitentiaire de formation de Soledad, en Californie. Selon les registres, il était devenu éligible à une libération conditionnelle au printemps 2022 après avoir purgé 9 ans de sa peine. Sa demande a été refusée, puis refusée de nouveau en 2023. Il ne se présentera plus devant la commission des libérations conditionnelles avant 2026. Il a expliqué qu'il écrivait un livre intitulé « Suspect », coupable jusqu'à preuve du contraire. Marabel, elle, avait toujours été une battante, une femme intrépide. Et dans ce qui aurait dû être la sécurité de son propre foyer, elle a perdu la vie aux mains de quelqu'un à qui elle avait accordé sa confiance, et en qui sa famille avait confiance également. La nièce de Marabel, Jazel, est montée sur scène pour recevoir son diplôme à sa place, tenant sa photo dans les mains pour qu'elle soit là, elle aussi. Elle a déclaré « J'ai perdu une grande sœur, ma meilleure amie, un modèle, une seconde mère. Je veux que tout le monde sache à quel point elle avait une âme magnifique. » Nous remercions du fond du cœur tous nos abonnés et tous nos soutiens. Et si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté sur Patreon, n'hésitez pas. Votre soutien nous permet de continuer ce que nous faisons et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Vous y trouverez aussi des coulisses, des épisodes bonus et un accès anticipé sans publicité.